Et pour débuter, je vous propose tout de suite de partir dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes allés poser cette question. Est-on libre d'écrire ce que l'on veut? C'est forcément de circonstance. Voici votre point de vue. Tout à fait. On a le droit d'écrire ce que l'on veut. C'est très important. C'est la liberté d'expression et c'est fondamental. Voilà. Tant qu'on a la liberté d'expression, on peut dire qu'on est libre dans notre pays. Le jour où on n'a plus de liberté d'expression, c'est ce qui se passe dans les dictatures. Tout écrire, non, il y a quand même des choses à faire attention par rapport aux religions, tout ça. Faut pas dire n'importe quoi. Et voilà, moi j'estime qu'il faut être correct, faut respecter chaque religion et puis c'est tout. Je suis pour la liberté d'expression. Ça choque, mais après, il faut s'expliquer. La personne doit se dire pourquoi il a dit ça et l'autre pourquoi ça a choqué. Et ça se peut que c'est sur malentendu que l'autre il est choqué, mais en s'expliquant, je pense qu'il pourra comprendre le point de vue de l'autre. La liberté d'expression, c'est important de pouvoir en bénéficier. En France, ça semble comme une évidence et ce n'est pas forcément une évidence dans l'ensemble des pays. Quand vous voyez qu'en France, on est très attaché à la possibilité d'écrire ce que l'on veut et il faut garder, préserver cette liberté, ça doit forcément vous satisfaire et vous dire qu'il existe des pays où c'est possible. Bien sûr, ça change d'après ce que j'ai connu, surtout pendant ma jeunesse, où tout était contrôlé, fustigé, puni sévèrement. Et on travaillait dans la clandestinité pratiquement pour exprimer ce qu'on avait à dire. La Maison de la Poésie est mobilisée à l'occasion de cette journée consacrée aux écrivains persécutés. Il y a eu des interventions dans les classes, on va en parler. Et puis il y a également une soirée dès ce soir où vous faites intervenir plusieurs écrivains. Oui, les 4 écrivains qui sont intervenus dans les lycées à l'université aujourd'hui. Gérald Bloncourt, Kazem Chariari, Matej Vichniak et Ivan Treshkov. 4 poètes, 4 pays, 4 histoires. Et ils seront ce soir avec le musicien Mahmoud Demir, musicien turc, musicien de Saz, avec Madame Ganzion qui représente Amnesty International et Jean-Luc Despax, le président du PEN Club France. Justement, pour Amnesty International, il était également important de se mobiliser. Vous intervenez avec Amnesty International régulièrement, vous faites venir, pas forcément des écrivains, mais en France interviennent des gens qui sont persécutés au quotidien pour avoir exprimé leurs opinions. Et c'est un message en France qu'il est facile à entendre et à faire comprendre. Oui. Ce qui est plus difficile, c'est de se faire entendre dans les pays concernés et même parfois de mobiliser dans ces pays. Le réseau d'Amnesty est suffisamment puissant pour faire entendre sa voix auprès des différents dirigeants. Mais il est vrai que la liberté d'expression, dans les pays auxquels on pense d'abord, les pays autoritaires, les régimes totalitaires, les gouvernements jouent un peu avec le côté ambigu de la liberté d'expression parce que même ici en France, on n'a pas le droit de tout dire. La liberté d'expression a des limites. La première d'entre elles serait sans doute celle de respecter la liberté des autres. Ne pas s'exprimer de manière à inciter la haine raciale, par exemple, ou même, dans certains pays, et c'est ça qui est difficile, veiller au respect des valeurs morales et religieuses qui ne sont pas les mêmes partout. Gérald Bloncourt, vous êtes d'accord avec ce discours? On ne peut pas tout dire non plus. Il y a une limite à l'expression. Personnellement, je pense qu'on peut tout dire. Et c'est une question de responsabilité par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on écrit, par rapport au contact qu'on peut avoir. Et moi, je fais des photos. Mes photos sont publiées dans toute la presse, mais il y a certaines scènes que je ne photographie pas parce que le journal peut tomber sous les yeux d'un enfant et on a une espèce de responsabilité d'homme d'image dont il faut tenir compte. Il y a une autocensure. Et il y a une autocensure, forcément. Forcément. Il y a eu des interventions dans les classes cet après-midi, on les a évoquées brièvement. Geneviève Morel, vous êtes enseignante. Dans votre classe cet après-midi, il y a des écrivains, des gens qui s'expriment aussi par la photographie, qui sont intervenus. Comment s'est passé l'échange avec les plus jeunes ? L'échange s'est très bien passé. Ils ont pris conscience justement qu'il y avait un lien entre la littérature et la liberté d'expression. Et je pense que ça, c'était intéressant pour eux. Ils se sont rendus compte que les mots étaient une arme, en fait. Ils en ont pris conscience surtout effectivement avec le témoignage de Matej Vichniak qui est venu. Donc il leur a raconté justement son histoire en Roumanie. Ils l'ont écouté avec beaucoup d'attention et d'ailleurs ils ne voulaient plus le quitter à la fin. Ils ont fini par une discussion d'1 heure
on a dû fermer l'établissement pour laisser partir. Voilà. On va l'écouter justement, cet intervenant, écrivain, journaliste roumain, arrivé en France en 1987 comme réfugié politique, auteur interdit et censuré dans son pays d'origine. Intervention au micro de Johanna Soudry. J'ai toujours écrit autour des rapports entre l'individu et le pouvoir. Ça m'a toujours intéressé de penser, de réfléchir à la manière dont le pouvoir manipule les individus. On oublie parfois qu'il y a une époque où le seul espace de liberté était la littérature. Il y a des auteurs qui s'exilent, mais il y a des auteurs qui résistent toujours sur place, qui risquent aussi parfois la persécution. Mais encore une fois, pour résumer, la littérature a été toujours un espace de liberté et par son côté subversif, elle a toujours dérangé le pouvoir totalitaire. Et c'était au lycée Émilie de Breteuil cet après-midi. La précision est importante, Jacques Fournier. Oui. Voilà. Oui, parce que ça fait partie des établissements avec lesquels on travaille depuis très longtemps. Et ce n'est pas la première fois, vous aviez déjà organisé ça dans une telle intervention. C'est la deuxième fois que nous travaillons sur la journée des poètes emprisonnés. Oui. C'est la deuxième fois que la Maison de la Poésie travaille sur les poètes emprisonnés aussi, même si la manifestation existe depuis très longtemps, mais c'est une des journées internationales dont on ne parle absolument pas. Ce que j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois cet après-midi, c'est très surprenant dans le pays des droits de l'homme. Justement, ces élèves sont surpris qu'on en parle assez peu. Ils connaissaient cette journée, par exemple ? Ils connaissaient cette journée parce que je leur en ai parlé, parce que nous avons fait aussi une exposition prêtée par la Maison de la Poésie, donc dans le hall du lycée. Oui, c'est une prise de conscience pour eux qui me semble importante. Ils se rendent compte qu'il faut toujours être engagé, réfléchir. Gérald Blancourt, on va écouter votre témoignage aussi, parce que vous êtes intervenu auprès des plus jeunes cet après-midi. Ah, bien sûr, mais comment s'est passé cet échange de votre point de vue cette fois-ci ? De mon point de vue, moi, je crois que je me suis enrichi par quelques réflexions et des intervenants, et j'étais très ému par le groupe qui a dit un de mes poèmes, et je croyais ne jamais l'avoir écrit moi-même, tellement c'était dit avec des jeunes voix, des voix très fraîches et très très bien dit. Donc c'est une expérience qui m'a beaucoup ému, et je n'ai pas de mots pour exprimer l'enrichissement qui m'atteint dès qu'on a ce type de contact. On va découvrir un chiffre à présent qui va s'afficher, c'est le chiffre de cette édition, 20 ans. Vous aviez 20 ans quand vous avez été expulsé d'Haïti. Vous étiez l'un des principaux leaders des 5 Glorieuses. Je n'avais pas encore 20 ans. À peine 20 ans. C'était dans ta 20e année. Dans la 20e année. C'était en 46. 46. C'était en 46. Vous étiez l'un des 5 principaux leaders des 5 Glorieuses, journées révolutionnaires qui ont entraîné la chute du gouvernement de Lescaut. Comment vous aviez vécu cette situation alors que vous n'aviez pas encore 20 ans, justement ? Bien, écoutez, je crois qu'on était mûrs depuis très jeune, et on a été tellement affrontés à toutes les injustices sociales et à toutes les violences et à l'arbitraire des différents pouvoirs qui se succédaient, à la violence. On a eu l'occupation américaine. Et très jeune, on était déjà adultes en esprit, on réfléchissait, on cherchait à savoir comment changer les choses, ce qui a abouti d'ailleurs à nos actions de 46 et au renversement du gouvernement Lescaut. Et ensuite, vous êtes arrivé peu de temps après en France. Ensuite, après un début d'exil qui a commencé en Martinique pendant 2 mois et demi, où j'ai connu Césaire, Glissant et tout ce monde-là. Et j'ai eu l'autorisation du ministre Marius Moutet, ministre de la France d'Outre-mer, de rentrer en France, que j'ai rejoint, où j'avais de la famille guadeloupéenne qui était présente. Donc mon exil a été un peu moins dur puisque j'avais de quoi me loger, mais il a fallu que j'aille débarquer les Cajoal, par exemple. Et je rejoignais le pays où mon frère aîné m'avait précédé. En 1938, il a été exécuté par les nazis au Mont-Valérien le 9 mars 1942. Donc tout ça, c'était aussi un peu mon pays. On voit quelques-unes de vos photos et on a montré quelques-uns de vos clichés parce que vous êtes devenu ensuite photoreporter. Vous vous êtes tourné vers la photographie. J'étais photojournaliste tout à fait par hasard. J'ai eu un job dans une boîte de photographie où j'ai commencé avec la grosse chambre 18-24 et j'ai succédé à Nadar, comme je disais. Et puis j'ai découvert qu'il était possible de dire la vie des hommes dans leur plus grande vérité. J'étais photographe à l'UMA, j'ai donc vécu responsable politique du service photo de l'Humanité. Pas juste photographe. Oui, c'est responsable politique du service photo. Vous avez aussi travaillé pour le Nouvel Observateur, l'Express, le Nouvel Économiste, Regard, Syndicalisme Hebdo, Témoignages chrétiens, beaucoup de publications. Bien sûr, 17 revues d'ailleurs auxquelles j'ai collaboré, des éditeurs aussi, Nathan et compagnie.
Et je n'ai pas arrêté. Bon, j'ai 200 000 photos que j'ai recopié ce que j'ai vu. Je n'ai aucun mérite. Je n'ai fait que recopier ce que j'ai vu. J'ai 200 000 photos que j'exploite. Je me suis fait une base de données. Je suis rentré dans l'informatique dès le départ et je continue à les exploiter. Elles sont très demandées par des chercheurs, des historiens, des écrivains et elles continuent à être publiées presque hebdomadairement dans les journaux actuels, dont Libération, l'Humanité et d'autres journaux. Et voilà. Il y a des publications, des livres aussi également qui et sortent, puis, regroupant quelques vos différents livres, clichés. oui, dont mon chouchou, qui est le Paris de Gérald Blancourt, qui est mon témoignage sur Paris, où j'ai mis un peu ce que j'ai vu de mon appréhension sur Paris, qui n'est pas des choses à la rose, et puis une série de personnalités que j'ai pu rencontrer. Je Vous ne pourrais pas les citer. cet ouvrage parce que je vous ai vu dire que c'était un très bel ouvrage, je vous ai entendu. En fait, je l'ai acheté l'année dernière en le voyant. J'avais participé déjà donc, à une soirée où vous étiez présent, Monsieur Blancourt. Et c'est vrai que j'ai acheté en fait votre ouvrage pour l'offrir à mon père, qui a le même âge que vous. Et donc j'étais ravie de lui faire revivre ce Paris. Et ce regard si particulier du photographe qui a connu l'exil également. On continue à dérouler brièvement, malheureusement, mais votre biographie, 1986, vous êtes retourné ensuite. Alors, dès la chute de la dictature, j'ai terminé une campagne que nous avions fait, une campagne du livre, où nous avions collecté 1 million de livres que nous avons ramenés au pays. Et je suis rentré au pays immédiatement, et avec l'idée de retourner définitivement. Seulement, la vie est telle que j'ai fait 11 voyages. Mais bon, on ne reste pas 40 ans... impunément, sans avoir d'autres liens, d'autres amours. J'avais des enfants, donc il a fallu que je fasse la navette. Et en ce moment, j'étais, juste avant le tremblement de terre, un an avant, j'étais en Haïti. Et actuellement, j'ai quelques difficultés à y retourner parce que comme je dénonce un peu beaucoup de choses, mais comme on dit, c'est pas parce que vous gardez cet engagement, ne serait-ce qu'en 98, vous êtes le cofondateur du Comité pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie en Haïti. Vous gardez cet engagement. Toujours, oui. Et on continue d'ailleurs. Il y a 3-4 jours, on m'a téléphoné des États-Unis à ce propos. Nous sommes en liaison, nous essayons de grouper nos forces pour faire juger ce sanguinaire qui est coupable, son père et lui, de 60 000 victimes et de toutes les exactions qui sont déroulées dans le pays, quand on subit encore les choses. Et nous essayons de le faire juger pour des crimes contre l'humanité. C'est important, un tel témoignage. Je me tourne vers le directeur de la Maison de la Poésie, puis je poserai la question également pour Amnesty International, mais c'est important de faire entendre un tel témoignage. C'est pour ça que vous avez décidé de vous y associer à cette journée des écrivains. Oui, celui de Gérald, comme celui de Kazem Shariari, qui a traversé le désert en Iran pour arriver au Pakistan et ensuite arriver en France, comme celui de Gérald, de Matei Vichniac, qui a dû quitter, qui a décidé de quitter la Roumanie parce qu'il ne pouvait plus vivre là-bas, il n'y avait plus rien à faire. Je crois que c'est important surtout que ça vient d'écrivains et de poètes qui portent la parole du monde d'aujourd'hui. Même s'ils ont écrit des textes comme Gérald à l'âge de 19 ans en 1946, leur parole est encore très vive aujourd'hui. Et moi, je suis en admiration devant ces gens-là. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, ces 4 écrivains aient pu rencontrer quelques 300 lycéens étudiants, puisqu'il y a eu plusieurs rencontres. On a couru le territoire toute la journée avec ma collaboratrice Catherine Baron, et on est très heureux de ce qui a pu se faire grâce à la collaboration des enseignants, Combien des d'établissements responsables. ont participé d'ailleurs, parce qu'on a cité le lycée Émilie-Breteuil, mais 7 établissements. Pour moi, on était à 2 établissements l'an dernier, 7 cette année, on en fera 14 l'année prochaine. Je ne sais pas si on tiendra le coup. En plus de la soirée de ce soir, parce que si non, vous mais ça c'est important, important, parce qu'après la parole, il faut l'entendre aussi dans le public. Les 4 poètes, on n'est pas dans le pathos, on ne cherche pas à créer de l'émotion pour l'émotion, c'est pas le but. C'est que ces gens-là sont là pour, non pas seulement pour parler de leur témoignage, être des porteurs de mémoire, ceux qu'ils sont, mais aussi pour donner de l'espoir. Parce que s'ils sont là, c'est parce que l'écriture les fait tenir debout. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, debout, là, dans le temps présent, ils ne sont pas dans l'imaginaire, ils ne sont pas dans le rêve, ils ne sont pas dans une utopie, ils sont dans la création du monde d'aujourd'hui. Et les 4 qu'on accueille aujourd'hui, comme les 2 qu'on avait accueillis l'an dernier, ils sont dans cet esprit-là, et c'est ça qui m'intéresse. Je vous laisserai le mot de la fin pour Amnesty International, justement. Oh, qu'en rajouter bien oui. Pour convaincre les gens de venir ce soir, peut-être, parce qu'il y a tout de même cette soirée à la Maison de la Poésie à Guyancourt pour rencontrer les différents auteurs. À 20h. À 20h. Écoutez, si vous n'avez pas encore été convaincu par les arguments de M. Fournier... Vous croyez que c'est possible? Il y a encore, en lien avec Amnesty International et donc en lien avec l'ensemble de nos actions à travers le monde, le rôle des écrivains en tant que témoins, mais témoins au sens que ils sont au plus près des événements.
Souvent, les gouvernements cachent leurs exactions. C'est très difficile d'avoir accès à des informations. Et c'est par des personnes, notamment comme des écrivains, des poètes, qui nous apportent des témoignages, ou même, par exemple, des travailleurs humanitaires qui constatent des crimes contre l'humanité, etc., qu'Amnesty arrive à travailler. Et donc, les témoignages de tous ces poètes, de tous ces écrivains sont autant d'éléments très précieux à Amnesty. Merci à tous les quatre d'être venus. Merci également pour votre témoignage sur ce plateau, Gérald Bloncourt. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous poursuivons le 7-8. On va parler politique à présent. On attend une petite virgule et on en parle dans un instant avec Guy Malandin, notamment le maire de Trappes.